Ah, donc voilà notre nouvelle invitée, donc Natacha Guiller. Bonjour. Il va Bonjour. prendre la suite de KV. En tout cas, merci beaucoup KV. Merci infiniment pour votre participation. Merci à vous, hein. Merci. Merci. On reste en Bon, je vous contact, hein. laisse. Merci. Merci. Bonne Vous Merci. pouvez journée, bon rester, hein, continuation. KV. Bientôt. À bientôt. Vous pouvez rester. Il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez. Oui. Merci beaucoup. Alors, Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors, donc je vais, Je vous dis au revoir parce que je au revoir. dois faire une autre chose. Désolé. D'accord. Au revoir KV. En tout cas, Au Au merci. revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, alors bonjour Natacha. Donc je vais très très brièvement déjà vous présenter et après je vais vous laisser la parole et donc aussi le partage d'écran en sachant que toutes les 40 minutes on a une micro-coupure, hein. Je vous le dis, je suis obligée de recliquer sur le lien, vous ne paniquez pas et je reviens, mais voilà, on a des micro-coupures toutes les 40 minutes. Alors, Natacha Guiller, donc, vous avez très tôt multiplié les pratiques artistiques, peinture, photographie, dessin, danse, cirque, modelage, pliage, musique, chant, piano. Vous avez connu aussi de grandes périodes d'hospitalisation et poursuivi vos études depuis votre chambre d'hôpital. Et après le collège, suivi une formation en arts appliqués, vous vous installez à Paris après votre bac, puis vous avez passé un BTS Textile Design Mode et également un DMA Fresque Mosaïque. En 2018, vous avez soutenu à l'École des Arts de la Sorbonne un master en arts plastiques sur le thème du dégoût. Et depuis, vous participez à beaucoup de colloques, d'événements, de performances collectives. Vous produisez sur scène slam, poésie, vidéo, création sonore. Vous poursuivez le dessin, l'écriture, des performances également dans l'espace public. Vous archivez votre travail sur de nombreux blogs et militez aussi, c'est très important pour vous, auprès d'associations de défense des minorités et des personnes isolées et vulnérables. Voilà. Donc, moi, vais vous laisser la parole. Et en tout cas, merci d'avoir accepté de participer devant les étudiants voilà, pendant ce cours. Merci à vous, Natacha. Je vous laisse la parole. Donc, normalement, j'ai fait le partage, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon, vous avez la main sur l'ordinateur. Ok, bonjour à tous. Merci pour cette présentation qui, je pense, est tirée d'une bio Egart Oui, qui est pas trop actualisée. Ils étaient censés la changer parce qu'elle ne convient plus vraiment, mais bon, dans les grandes lignes, c'est à peu près c'est à ça. peu près ça. Ces parcours artistiques dès le lycée, accompagné d'un parcours en santé mentale aussi de longs cours et pas mal d'écoles d'art arrivent à Paris et maintenant une activité assez dense et plurielle en artistique et aussi autour du monde de la santé. Et je sais pas comment peut-être parler ici donc plus du travail de l'écriture, c'est ça ou parler de... C'est un peu, voilà, c'est comme on a vu hier, vous, à partir de vos archives, et voilà, c'est vous qui un peu faites comme vous, assez libre de faire ce que vous souhaitez montrer, et voilà. Ouais, peut-être parler finalement de l'activité actuelle qui D'accord. est justement euh, très très productive et qui passe beaucoup justement par les réseaux internet. Moi j'ai une activité, donc dès petite j'ai commencé à faire des activités artistiques, manuelles, un peu dans mon univers isolé un peu du reste du monde et c'est vrai que ça m'a suivi toute ma vie, donc ça a fini par faire le cadre de mes études aussi. Et c'est pour moi en fait un outil de communication principal, l'expression artistique, puisque dans mon parcours, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas du tout. Et, euh, et en fait, ça a été des outils que j'ai soit créés ou inventés pour communiquer avec le monde extérieur et aussi traduire tout ce qui pouvait se passer dans ma vie encore aujourd'hui. Donc, j'invente tout un tas de choses. Et l'écriture, oui, est arrivée très tôt, en fait, sous forme à la fois de journal, pas mal, très très vite. J'avais besoin de raconter ma vie comme je ne pouvais pas m'exprimer autrement. Et après, ça a pris des formes comme la bande dessinée. Et quand ça a été possible, l'expression avec le corps, donc vraiment la scène,
actuellement, je peux vraiment dire que mon écriture s'est déplacée sur la scène grâce au slam, où finalement ça a été, la reprise de parole est passée par ces réseaux-là, et c'était assez étrange de passer de rien à tout, puisque maintenant, le problème qui se pose, c'est que je parle trop, alors que pendant pas mal d'années, je ne parlais pas du tout, et maintenant j'ai un débit, comme même une réputation du flow le plus rapide de l'Est dans le monde du slam, mais il y a un univers comme ça qui se dégage complètement foisonnant de paroles, débit de paroles inlassables, et c'est assez étonnant, déjà pour moi et pour les gens qui découvrent aussi cette chose-là et qui après connaissent mon parcours assez particulier. Et c'est vrai que dans cette profusion en fait artistique, il y a un moment donné où je me suis dit comment je pouvais archiver toute cette matière, puisque ça passait beaucoup par l'artisanat. Moi, j'ai beaucoup été dans la défense de l'artisanat, le dessin, la peinture et des choses très très traditionnelles dans mes études d'art. Et très vite, on m'a obligée en fait à passer par le numérique, ne serait-ce que pour rendre des documents. Moi, je voulais rédiger par exemple des mémoires à la main, c'était plus possible. Tout devait passer par Internet, même la communication visuelle, tout devait passer par le réseau, les mises en page informatiques, tout ça. Et au début, j'étais très très réticente, et petit à petit, j'ai fini par me plier en fait à ce qu'on m'obligeait de faire, parce que ça faisait partie de l'évaluation finalement. Et j'ai aussi, je me suis servi de ces outils-là pour parler de mon travail, qui était à la fois très invisible et très particulier et difficilement classable, même au niveau du monde de l'art. J'ai fini par partir vraiment plus vers l'écriture, parce que les arts plastiques, entre guillemets, ou l'art contemporain, dénigrait vraiment tout ce qui était autour de la poésie. Considérer ça comme de l'art conceptuel, ce qui était encore une classification qui était assez limitée. Et j'ai un peu mis de côté les expos, tout ça, ça commençait vraiment à m'énerver, pour partir dans quelque chose qui n'avait pas d'étiquette établie, ou alors vraiment la poésie, mais ça prend. La poésie, on utilise beaucoup ce mot pour plein de choses, mais je pense que ma façon de vivre même a une dimension poétique où il y a un cadre très très particulier. Et donc oui, l'écriture a pris la forme aussi pas mal d'enquêtes, comme je suis vraiment quelqu'un qui s'imprègne de tout ce qui se passe autour de moi, donc il y a à la fois un travail très très autobiographique depuis 2016, je dirais, alors qu'avant j'étais plus dans quelque chose d'art fonctionnel, je faisais des arts appliqués, art avec un objectif, et voire même art déco, on va dire. Et quand je suis arrivée à l'université, en fait, après mes écoles d'art, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pu commencer à parler de moi par le biais des arts, et c'est là où il y a eu cette espèce de dévoilement en fait de mon parcours, à la fois de santé, artistique, conjoint, donc par la bande dessinée, puis par tout un tas de pratiques artistiques corporelles, la danse, donc le slam, la poésie sonore et les performances. Donc c'est vraiment à ce moment-là que c'est né, et la musique aussi. Et je dis ça. Et donc oui, beaucoup de matière. Et j'ai commencé en travailler en ligne sous plusieurs identités aussi, parce qu'il y avait toute une part aussi anonyme, parce que comme je parlais beaucoup du monde de la santé, de mon parcours, et c'était compliqué encore dans mes proches, tout ça, j'avais plusieurs avatars, et Internet permettait ça en fait de produire plusieurs vies parallèles artistiques sous des noms différents. Et à l'heure actuelle, elles se rejoignent parce que j'ai complètement assumé en fait tout ça, ne serait-ce que la Sorbonne qui a validé un mémoire qui ne parlait que de ça. Et donc, oui, j'ai utilisé les réseaux pour stocker en fait toute ma production, puisque même dans mon appartement, finalement, ça commence à être ingérable au niveau de la place. Les étudiants parisiens, petits espaces, et quand je faisais de la fresque, des choses très grandes, ça devenait plus. Ou les peintures à stocker tout ça, donc soit c'était parti chez mes parents, et après, bon, j'adaptais aussi mes pratiques à l'espace que j'avais. Mais il y avait aussi des risques de perte de documents, d'incendie assez fréquents, ou même de cambriolage. Enfin, je me posais plein de questions sur comment archiver cette production, et finalement j'ai décidé de passer par le biais d'Internet pour stocker en ligne sur plein de plateformes différentes mes travaux en temps réel, et pratiquement faire de l'archive en temps réel de tout ce que je pouvais faire, donc avec des organisations de classification que j'inventais. Hein, c'est souvent assez chaotique de se repérer sur mes sites, blogs, même si je fais des plans que moi je comprends et que j'essaye de rendre universels. Et donc oui, je pense que Google connaît plus de moi que la majeure partie des gens qui m'entourent.
et aussi à qui appartiennent ces données finalement. J'ai une vive idée assez trouble de ça. J'imagine que ce sont des données qui sont réutilisées de la façon dont ils veulent aussi. Mais j'ai fait ce parti pris de partager en fait mes données et même de volontairement en fait diffuser même mon dossier médical en ligne pour après le hacker. Il y a vraiment cette dimension aussi dans mon travail de détournement des documents, d'archivage et de subversion qui est liée aussi à mon parcours. Je pense que j'ai beaucoup été dans la rébellion de pas mal de systèmes et d'institutions et ça reste encore aujourd'hui très présent dans ma pratique avec l'humour, l'ironie et l'absurde. C'est des choses qui reviennent très souvent. Et donc la poésie pour aussi transformer le réel, le détourner, le rendre plus acceptable ou rendre compte aussi de choses. Et donc, il y a toute cette matière qui est en ligne et qui est à disposition en fait du plagiat, de la réutilisation, de la réappropriation aussi, parce que dans la médiation artistique que je peux faire dans le monde de la santé, il y a vraiment cette idée de proposer des outils aussi aux usagers dont ils peuvent s'emparer et qui peuvent réinventer pour leur propre parcours de rétablissement, pour des outils aussi dans la vie, comme moi ça a été mes outils pour un peu sortir, être encore là à l'heure actuelle. Et dire de plus. Donc oui, enfin, Internet pour moi est une espèce d'énorme plateforme d'archives et de communication pour ma propre promotion aussi de tout ce que je peux faire et d'imaginer des collaborations, puisqu'il y a des rencontres qui se passent aussi par ce biais-là et c'est des choses aussi beaucoup de collectifs en ligne et un côté donc, militant aussi pas mal autour du monde de la santé par le biais de l'art. Donc il y a beaucoup de ma pratique qui est liée à ça et qui prend des formes vidéo, dessins, articles, poésie, enfin qui parlent à la fois de mon parcours et d'une façon plus générale des systèmes de soins. Alors au début, c'était vraiment une idée de dénoncer, parce que j'étais très en colère, et maintenant c'est vraiment l'idée de contribuer à l'amélioration de tout ça, et même dans mon travail actuel, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais encore en formation maintenant en licence, donc médiation santé père à Paris 13, qui est une formation en fait où dans ma classe on est tous des usagers de la santé mentale et on se forme et on est en même temps sur le terrain. Donc moi je travaille à l'hôpital d'Argenteuil et médiateur santé père, donc en fait c'est père comme PIR, parcours en commun avec les autres usagers, donc on intervient dans les structures au sein de l'équipe soignante, mais un peu entre les deux, entre les soignants et les patients, comme quelqu'un de disponible pour vraiment améliorer la communication et proposer des outils et parler de nous, de notre propre témoignage en fait de rétablissement pour améliorer un peu tout le fonctionnement du soin. Donc évidemment que là-bas, moi ça fait très peu de temps que je suis sur le terrain, mais que je vais mettre en pratique enfin, tous mes outils artistiques autour de la langue, de l'écriture, du slam, de la poésie, de la danse, de la musique. Enfin, il y a vraiment mon profil a aussi été pris là-bas pour ces raisons-là. Donc, je pense que c'est vraiment des choses que je vais transmettre dans les mois qui viennent quand je pourrai retourner en poste, puisque on est actuellement en phase de confinement et que je ne suis plus censée retourner sur place pour le moment. Donc, on imagine peut-être des choses à distance, des assistances téléphoniques, par mail et tout. Des choses qui sont encore en discussion parce que c'est l'urgence. Mais ça n'empêche pas que chez moi, depuis mon laboratoire, il y a beaucoup de production autour de cette situation actuelle par justement le dessin, les vidéos, la musique et les collaborations à distance. On fait des expositions virtuelles. Enfin, on invente des plateformes de scène slam en ligne. Enfin, on invente plein de choses en ce moment. C'est à la fois très tragique et très intéressant, stimulant, parce qu'on est tous un peu bloqués, on ralentit. Enfin, pour certains, plutôt toujours tout un tas de projets en parallèle, en cours. Là, c'est vrai que c'est le chose où je suis loin de m'ennuyer et aussi pas mal me questionner sur les décisions qui se passent en ce moment et détourner encore une fois les institutions et les décisions de l'État. Mais bon, je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses que vous voudriez que je parle, si vous avez un peu observé mon travail en ligne, si je peux vous montrer des choses aussi directement sur la plateforme. Ouais. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions ou on regarde? Oui. Pas encore. Ben, on peut regarder peut-être déjà votre travail sur la plateforme. Là, il y a tellement de choses
À voir. Mais qu'est-ce que je pourrais montrer? J'avais dû. Il faut que je partage d'écran. Hein. Oui, oui, j'ai fait. Normalement, partage d'écran, il n'y a pas de souci. Attendez, est-ce que j'ai fait partage d'écran? Mais ça a à nouveau coupé, c'est pas grave. On repart sur les 40 minutes suivantes, voilà. Donc là, je remets le partage d'écran. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je ne sais plus, mais je reviens. Alors, j'essaye. Là, est-ce que ça marche? Oui, on voit. Je vais essayer peut-être de vous montrer les blogs un peu sur lesquels j'archive mes choses. Donc ça, c'est un blog qui a mon nom, qui s'appelle Natacha Guillet, où il y a pas mal d'archives de ce que je fais, des actualités artistiques, on va dire, et des projets expos, enfin des choses assez généralistes et on va dire officielles, quoi, des choses comme un agenda un peu de ce que j'ai pu faire. Donc il y a ce blog-là, il y a le blog SNG, qui est plus vraiment un blog autobiographique. C'est donc cette plateforme sur laquelle j'avais au départ diffusé mon dossier médical et en sont suivis tout un tas de détournements. En fait, on voit, il y a un peu des rubriques à droite autour de ce dossier médical et puis après, plus généralement, de la santé. Donc, c'est très dense. Vous avez, par exemple, le guide touristique, comme j'avais dit, c'est une fait de plan du site avec tous les choses en ligne, mais bon, après, il faut vraiment fouiller parce que c'est assez énorme. Et ça, c'est depuis 2016 qu'il existe, il me semble. Donc, si on regarde la page, on est pas mal dans le coronavirus en ce moment. C'est quand même quelque chose qui est assez précédent dans ma pratique actuelle. Donc, par ces espèces de dessins au bic bleu que je fais la nuit, parce que je dors pas beaucoup. Hein. J'ai quand même donc, vous l'avez peut-être compris, une hyperactivité assez prégnante. Je suis tout le temps en train de produire, hein, quand je suis au travail, c'est dans les interstices, c'est dans les transports, en marchant dans la rue, la nuit, pas mal, et en fait, je m'arrête jamais. Ça, c'est quelque chose qui est depuis, c'est vraiment, cette hyperactivité est vraiment depuis 2017, et je pensais que ça allait un jour se calmer, et c'est pas du tout le cas. Artistiquement, c'est intéressant, mais voilà, on est pas mal cette ambiance un peu bizarre, on est tous confinés, et donc je fais en plus de choses chez moi en attendant qu'on me redise de retourner à l'université ou à Argenteuil ou à mes rendez-vous habituels. Et donc voilà, moi par exemple, je suis pas mal sur les cartographies puisque j'essaye d'organiser mes sorties de manière un peu clandestine aussi. On a ce blog. On peut regarder aussi les archives plus de santé, voir de quelle façon je m'amuse à les détourner, si j'arrive à retrouver, par exemple, c'est les enquêtes téléphoniques, où quand des mutuelles m'appellent, en fait, j'essaie de faire durer les discussions le plus longtemps possible, en leur faisant parler même d'eux, des choses qui peuvent prendre vraiment des formes de poésie sonore. Oui, madame, on est toujours là. Oui, je viens vous répéter parce que j'ai vraiment rien entendu. D'accord. Mon nom est Monsieur Saliba. Je m'appelle David Saliba. Henriette, c'est le numéro 1600-3023. On vous contacte du service qui gère tout ce qui est complément de remboursement d'après les grilles de la sécurité sociale. En fait, ça, c'est le genre de mutuelle qui vous appelle pour vous vendre des choses un peu factices. En général, les gens raccrochent directement. Moi, en général, je prends le téléphone et j'engage une discussion qui peut durer 1h30 en fait, avec la personne. Et l'idée, c'est que j'inverse les rôles. La personne qui voulait en fait apprendre des choses sur moi, me faire acheter n'importe quoi, et bien, je commence à lui poser des questions sur sa vie et ça prend des dimensions vraiment rigolotes. Je ne sais pas si on peut voir. C'est là où nous continuons ensemble sur la même base. Le but, c'est que vous recevez les papiers pendant 1h30, il me demande de taper un code. Non, moi, je ne vais pas signer un contrat sans avoir les papiers sous les yeux, justement. Il y a un ordre des choses qui me paraît un petit peu inventé, là. En tout cas, inversé. Après que je valide le code, d'accord, je vous explique. Après que je valide le code de validation, de signature, c'est comme ça qu'on est sûr qu'on a avec la 5 mois de structure, 2 et 3, c'était séparés, différents. J'étais hospitalisé, c'est vrai que j'étais hospitalisé pendant 5 journées, mais quand même j'ai touché 200 € parce que c'était suite à
un accident. Ah oui, moi, c'était pas ça, moi. Moi, je m'étais ouvert, en fait. J'étais déjà à l'hôpital dans une chambre d'isolement, je crois. Et je m'étais ouvert le bras. Et... Donc, c'est ce genre de choses qui sont un peu... bon, après, c'est assez énorme. Peut-être que... Oui, il y a aussi, après, par le téléphone, comme il a voulu me faire taper un code. Et en même temps, j'archivais. C'est des choses comme j'archive en direct, en fait. Quand je dis j'archive en direct, c'est pendant qu'il se passe un truc, je suis déjà en train d'archiver les données. Et après, bon, moi, je les archive numériquement. Mais pendant qu'il me parlait, j'écrivais, je dessinais, j'enregistrais, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses d'espionnage dans mon travail. Je me déplace beaucoup avec un micro-cravate ces dernières années, parce que j'enregistre beaucoup des sons. Je suis beaucoup partie dans le domaine musical avec le slam qui est tourné aussi vers le rap. Et donc, c'était aussi, je récupère beaucoup de... Par exemple, hier soir, je suis sortie à 20h, j'ai enregistré les casseroles. Et là, je suis en lien avec un poète musicien sur Internet. On s'est vu une fois en vrai. Et il récupère mes dessins, on fait des montages vidéo tout, et puis on va les publier bientôt, je pense, sur Facebook. Autour du coronavirus, encore une fois. Mais c'est des collaborations comme ça avec des gens qu'on ne s'est jamais rencontrés, mais c'est vraiment en ce moment quelque chose qui est assez frappant une solidarité artistique, ou en tout cas des communautés qui se créent, et on crée des choses comme ça à distance. Et donc, ça c'est un troisième blog qui référence vraiment que des dispositifs autour de l'écriture. Donc je sais que ça intéresse pas mal votre master donc, aussi. Donc ça peut prendre vraiment des formes très très variées. Par exemple, ça c'est ticket d'insistance sur l'échec. C'est un projet que j'ai commencé, ça a commencé par un vol de carnet dans une mairie, et ensuite ça a pris des proportions pareilles énormes. Je suis à des milliers de tickets. Après j'ai fabriqué mes propres carnets, tout ça c'était les carnets originels, j'en avais pris, je sais pas, une quinzaine, parce qu'ils prennent des notes dessus. Et maintenant, je les scanne un par un. Donc il y a des carnets partout, il y en a dans mon sac, sur mes bureaux, près de mon lit, dans mes toilettes. Et c'est des notes comme ça du quotidien. Bon, ça c'est des plus anciennes, mais tu repars dans les plus récentes en bas. Ça donne une bonne espèce d'ambiance un peu du monde actuel vue par moi-même. Donc c'est des choses qui peuvent me préoccuper. Donc en ce moment, ils sont pratiquement... c'est du all-over coronavirus, on va dire, pratiquement. Mais après, selon les périodes de l'année, il y a des obsessions comme ça. Là, ça met du temps à charger. Qui sont à la fois une transcription du monde vue par une personne et son quotidien. Mais je pense qu'Internet peine un peu avec Zoom, mais ça arrivera peut-être plus tard. Mais donc sur ce site, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enquêtes aussi. On pourrait voir. Ça, on est encore dans les enquêtes téléphoniques. Avec, par exemple, quand j'ai essayé d'appeler tous les espèces de guérisseurs du vaudou, je les ai appelés un par un, en fait, pour essayer de me soigner de cette façon, parce que j'avais fait un peu le tour du monde de la santé, tout ça, et j'ai enregistré les appels, et la plupart voulaient que j'aille sur place, mais c'était à la période des grèves qu'on a connues avant le coronavirus, donc c'était compliqué pour moi de me déplacer. Et donc, ils me demandaient tous des choses, soit de l'argent, des photos, ma date de naissance. Et donc, il y a tous ces appels téléphoniques qui sont avec des choses très, très étranges, des fois, jusqu'à de l'insulte. Et ouais, ça, il faut après l'écouter tranquillement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup été avec le téléphone ces derniers mois. Et après, oui, en fait, c'est les fameux tickets qui sont apparus. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que on a ce côté un peu bizarre où je dessine des hashtags, je les scanne et je les diffuse sur une plateforme Instagram avec des hashtags éventuellement aussi, mais c'est comme vraiment une espèce d'aller-retour entre le numérique et l'artisanal qui est assez particulier. On peut aller sur mon compte Instagram. Donc là, on a encore pas mal des captures d'écran aussi. Je suis toujours dans cette espèce de chose de l'artisanat numérique qui se chevauche en permanence. Et qui trouble aussi à la fois les applications, puisque Instagram, des fois, ou même des choses comme YouTube, on pensait des fois que quand je mettais des mots comme hacking, ou pensait que je faisais des fraudes, alors que je m'auto-hackais, en fait, je hackais mes propres documents, et c'est arrivé que j'ai été
complètement absurde parce que c'était sans doute des robots qui réagissaient. Et donc oui, ces carnets d'insistance sont Instagram est plutôt dédié à l'image et moi j'utilise vraiment pour l'écriture aussi. C'est vrai que donc il y a un mélange encore une fois des choses de tirées de vidéos, de dessins, de textes, poésie. Et souvent il y a beaucoup de liens aussi quand on clique sur les images. Et, après oui, dans l'histoire je me suis posé des questions aussi sur l'idée du numérique. J'ai un projet en fait artistique que j'ai d'ailleurs écrit en BD parce que c'était intéressant dans ma recherche. C'était vraiment l'idée le pouvoir en fait des images dans les enquêtes et dans les médias, notamment dans le journalisme, parce que je fais aussi, j'aurais pu vous montrer, du dessin de journaliste que j'avais lancé un jour quand j'ai voulu me remettre dans l'actualité du monde, parce que de par mon parcours, j'étais très très isolée et donc très très coupée de ce qui se passait dans l'actualité. Et je m'étais dit à un moment donné, je peux mettre en challenge un dessin par jour d'actu à partir de sources qui venaient plutôt des journaux gratuits qu'on a dans le métro, ou des sources très très moyennes et pas forcément vérifiées. Donc c'était vraiment partir de quelque chose de très alternatif, mais pour me remettre dans le bain de l'actualité. Donc je faisais un dessin par jour d'actu selon ma vision subjective et ce qui m'intéressait de raconter ce que j'avais pu lire. Et donc, ça s'appelait Dessin de sous-presse. Donc, c'est quelque chose que je continue beaucoup moins régulièrement maintenant parce que je fais trop de choses et qu'à un moment donné, j'ai dû même arrêter d'écouter les actualités parce que ça prenait trop de temps et que j'avais plus le temps de dessiner. Donc, je suis retournée à de l'isolement en fait, d'actu. Mais donc, je sais pas, il y en a peut-être 150, 200. Ça n'a pas duré super longtemps. Mais oui, donc c'est vrai que j'ai joué un peu cette carte du journalisme alternatif. Avec mon dessin parce que je suis vraiment dans une pratique aussi de l'urgence, du quotidien et tout ce que je fais souvent c'est vraiment très très intuitif, assez compulsif même je dirais, de l'urgence de traduire ce que je viens de vivre, ce que j'ai entendu, vu, comme une espèce d'éponge permanente, toutes les données que j'entends, que je vois, il n'y a pas vraiment de filtre en fait, je suis obligée de retranscrire pour pas être complètement submergée, donc ça passe beaucoup par des médiums artistiques. Et le dessin est devenu quelque chose de, comme l'écriture, de continu et qui fait partie de mon équilibre avec aussi la danse maintenant et la musique. Mais donc ce que je t'ai raconté, c'était que je me retrouve. Oui, donc un projet que j'avais eu, c'était vraiment justement cette idée de. Parce que dans mon parcours personnel, dans mon histoire, il y a quelque chose qui rejoint la grande histoire, en fait, l'actualité, parce que j'ai été justement. Enfin, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré une personne qui a pris une orientation très différente de la mienne au moment où on s'est perdu de vue, on va dire. Et je l'avais retrouvée en fait grâce aux médias, aux écrans, grâce à la télé, à l'envoyé spécial, il me semble. Donc c'était une amie à moi qui est partie en fait faire le djihad et qui a été ma voisine de chambre, tout ça. Et donc, je l'ai retrouvée à l'écran, dans un camp. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et je me suis questionnée, en fait, quand c'est arrivé, à la fois, je ne pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas communiquer avec elle. C'était une histoire qui était vraiment dans le feu de l'actu et qui l'est toujours, d'ailleurs. Et donc, il a fallu que je raconte ça d'une façon ou d'une autre, donc par la poésie, par la bande dessinée, pas mal. Et en fait, je me suis pas mal questionnée sur, justement, l'idée de qu'est-ce qu'une image bande dessinée. J'avais des informations finalement que les enquêteurs n'avaient pas, parce que je l'avais connue à une époque où elle n'était pas connue, on va dire. Et j'avais chez moi des archives, j'avais des lettres, des photos, des journaux intimes, même des dossiers médicaux, où ça parlait d'elle, de notre relation, amitié, tout ça. Et je me disais, quand je raconte ça en BD, en fait, quelle valeur ça a, parce que c'est caché dans un blog, sous des identités avatars, c'est des images JPEG, donc on ne peut pas retracer le texte, même s'il contient des données intéressantes qui pourraient être utilisées pour l'enquête. Comment ils peuvent les retrouver, justement, et comment elles peuvent être prises au sérieux. Est-ce qu'à partir du dessin, on peut se dire que c'est vrai, et c'est des choses qui m'ont beaucoup travaillé dans, justement, la bande dessinée, quelle importance, quelle valeur et quel pouvoir ça a dans des choses comme justement des enquêtes crimes contre l'humanité, comment on prend en sérieux ces choses-là et comment elles sont même diffusées. Les miennes sont
mais comment est-ce que ça peut être retrouvé ou pas d'ailleurs par des enquêtes, enfin, des grosses enquêtes comme ça du monde. Et donc, c'était vraiment cette histoire de jonglage entre les différents supports qu'on peut diffuser en ligne, que ce soit du JPEG, du PDF, de l'écriture Word, des images, des captures d'écran. Enfin, et j'avais vraiment envie de faire une recherche autour de cette idée de comment on prend en sérieux mon travail dans sa dimension où finalement j'ai des informations que vous n'avez pas. Je les retranscris d'une manière un petit peu humoristique, un dessin un petit peu bancal comme ça. Et elles sont planquées dans un blog sous des titres complètement introuvables. Et à la fois, quand j'ai commencé à en parler sur mon blog, j'ai bien vu qu'il y avait des vues des pays un peu autour de la Syrie, tout ça. Je me suis dit, mais finalement, ils ont trouvé une façon de savoir. Et je ne sais pas de quelle façon, mais c'était autour de cette idée vraiment d'enquête. Et c'est des questions qui me travaillent beaucoup. Comment on prend au sérieux l'image, le texte, quand ils sont pixelisés ou peut-être introuvable, mais comment sur les réseaux on arrive à transmettre des informations ou pas, ou à les coder. Donc et donc ouais, on est bien dans cette idée d'artisanat diffusé sur le numérique. Voilà, mais après il y a plein d'autres choses, hein. Je ne sais pas si vous avez des Sur vos performances, sur les vidéos performances peut-être. Ouais. Il y en a beaucoup qui suivent le cours là, qui sont plutôt sur les questions de la performance, les formes performatives. Je pense que ça prend un petit peu de temps aussi à charger, mais elles vont apparaître. Mais c'est vrai que depuis le confinement, je me suis pas mal mis à la vidéo, ce qui est quand même pas un médium que j'utilise si régulièrement que ça, mais je pense que j'ai été influencée par beaucoup d'autres gens et il y avait ce côté un peu moteur aussi, où de montrer ce que je faisais pouvait stimuler d'autres qui étaient dans mon réseau. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont avec des troubles psychiques et qui sont un peu confinés chez eux et à pas savoir trop quoi faire. Et il y avait cette idée un peu de véhiculer une énergie parce que moi du coup j'en manque pas. Et donc ça c'est les dernières vidéos qui se passent justement dans le confinement. Donc il y a beaucoup de choses avec la musique. Est-ce que, je sais pas si vous voulez que je fasse des vidéos Oui, ou... on peut voir des extraits, oui. Bon, voilà, la dernière que j'ai faite, qui dure pas très longtemps il me semble. Donc dans ma chambre, je sais pas si on peut mettre le écran, on peut voir, mais je sais pas si vous entendez bien. Là, on n'entend pas bien le son, ouais. Super MSP Ouais. Urgence. Pour ceux qui ne connaissent pas MSP, ce sont les médiateurs santé-père. Je pense que ça ne va pas disparaître. Par exemple, de développer ce qu'est un médiateur santé-père, mais je mettrai des liens dans cette vidéo pour comprendre, mais peut-être ma simple façon de vivre est déjà une réponse. Urgentiste, donc je porte la veste d'une MSP urgentiste, customisée par mes soins, avec le cœur, le principal accessoire, le cœur du MSP, avec le défaut de fabrication qui est assez fréquent dans les vestes, les fausses poches. Je trouve ça une belle arnaque. Du coup, j'ai sparagraphié mon thermomètre et le gel hydroalcoolique, avec lequel j'ai désinfecté la sonde que je porte actuellement dans mon nez, qui est donc une sonde factice, qui est le film C'est bracelet dans le bien. Et oui, je ne porterai pas de masque dans cette vidéo. La situation est trop extrême pour de tels accessoires. Du coup, à défaut de masque pour le nez et la bouche, j'ai pensé à un masque pour les yeux. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait de la fresque et j'ai fait des chantiers de fresques. Et donc, je portais un masque pour protéger mes yeux. Au passage, si vous voulez une fresque chez vous ou de la peinture murale, j'ai toujours possibilité d'intervenir, peut-être après le confinement. Mais du coup, c'est pour rester quand même dans la thématique
en tant que surveillant du monde à distance confiné chez soi. Et peut-être que c'est sur mon lit. Elle est complètement une chanson mythique de la médiation santétaire, une chanson très importante. Et un petit dédicace au médiateur MSP du monde entier, Big Up. J'ai charmant vécu, en partie le leur. J'ai plus côtoyé la cure de calme et les rechutes de cheveux, de poils, de chatte, que le plein tout de la picouse, et les yeux injectés de cette type et meuf, à volonté dissoute, immo dans l'alcool, les triples sexes contre du blé. J'ai pioncé en bordure de puits bruyens qui châtent la misère, attiré par mes gardes par des vies dans les douves de la paix, qui parlaient pas la langue, mais qui crevaient la dalle, et terminaient les océans panorexiques mineurs, échoués sur le couloir de pédopsie. J'ai fait en blouse, en masque et en charlotte, où j'ai l'impression de taxer par la médoc. Mon flot la coule tranquille entre deux frictions, tu vois du texte avant qu'elle débarque le tout type de service. J'arrête ma life au chaud, au toxico pour épieurétique, à charbon qui convient au serment de Hippocrate. L'ambulance générale. Ambulance générale. Je regarde, à l'aise, en tailleur, lance, laisse d'hiver, à la déclaration de boussouflant, sous les tyrènes d'Adalico monte au blanc le du bloc, à 18h, en dessous, en file indienne, je fais fondre les filles, pas plus lourdes que des sacs à croquettes, on leur file des dos des talons en appel de cortinelle pseudo-anxiolytique. Je suis en blouse, en masque et en charlotte, où je vais pas dire taxé par les médocs. Mon flot la coule tranquille entre deux frictions, j'ai pas eu l'accès avant qu'elle débarque le tout vite de service. Je raconte ma life au chaud, au toxico bon éphémétique que j'ai accompli convient au serment de Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. Qui plan la panacée des planches à roulettes, des pères familiataires qui font sous prescription, post-scription de testament à blêmir debout. Tout ça passe sous silence en tube aseptique. Les cellules survolent des veines explosées au phosphore. Les murs sont mat tabous sur des lits à grillage. Les peintures à la chaise électrochoc. Les droits éducatifs de 7 à 8. Alice aussi. Les lubriquettes hyper cadrées dévolées en pote. On fait des frics en mode social, fragmentelle les pièges. Et les chétales sous le blage, LDT, HLF, animation oreille, exporté d'un carbone de pété, endurci l'époque. Et des clubs post-traumatiques. Je suis en blouse, en masque et en charlotte, où je vais dire d'accès par les médocs. Mon flot la coule tranquille entre deux frictions, tu vois les textes en tête de parfait tout but de service. Je raconte ma life au chaud, au toxico bon mythique que j'accomplis convient au serment de Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale. Donc ça, c'est un exemple des vidéos dans mon studio confiné. Et peut-être je pensais à des performances qui n'ont pas eu lieu ou qui ont été justement qui ont lieu à Zoom. Et je n'ai pas voulu participer, mais parce que j'avais trop de choses à faire. Mais là, je devais faire une installation au générateur. Alors peut-être qu'on peut retrouver ce que j'ai déjà fait au générateur. Si vous connaissez ce lieu d'art, je vais faire le lien. Générateur où j'ai dernièrement j'ai fait un workshop avec Charles Péniquin, donc vous connaissez sans doute peut-être des poésies sonores, où on a fait aussi des choses en collectivité dans cette grande salle, donc c'était à la fois écrit après performance,
moi, comme d'habitude, je dessinais en live ce qui se passait sur des lingettes de lessive, là. Mais donc, Charles et ses grimaces et des tickets d'insistance, parce qu'on allait dans la rue, parler aux gens. Et moi, je notais ce que les personnes disaient, parce qu'après, on devait les réutiliser pour des performances. Donc, on a fait aussi des fresques au sol. Donc, ça, c'est la dictée, où en fait, Charles lisait un texte et on recopiait. Donc, moi, on recopiait comme on voulait. Hein. Et donc, on était tous sur un papier comme ça, un énorme rouleau. Et après, j'ai refait cette performance sous forme dansée avec des danseurs. Et c'était vraiment, je disais un texte et les gens dansaient et écrivaient en même temps. C'était vraiment super. Donc, c'est un super dispositif participatif, ça. Et donc, pareil, je dessinais les gens en même temps qu'ils performaient. Donc, on a pas mal joué avec des ballons et d'écriture où, pareil, on écrivait tout un tas de choses. Je ne sais plus sur quel sujet, mais pas mal sur la famille, il me semble. J'ai eu le temps de faire un rap aussi sur la famille et dessiner Charles encore une fois. Et ça, c'était le soir où il y a eu des gens qui sont venus, où je dessinais ce qui se passait en live. Donc, je suis à la fois avec mes chaussures de claquettes parce que je fais aussi donc, de la danse, du swing et des claquettes. Et bon, l'idée, c'était poésie sonore claquettes. Je n'ai pas encore récupéré les vidéos, mais... Et en même temps, je dessinais tout ce qui se passait. Donc, je dessinais des portraits des gens et s'ils se reconnaissaient, ils pouvaient emmener le portrait. Et donc là, il y a Charles avec ses instruments de musique, d'autres artistes qui étaient avec nous. Et donc là, tous les dessins qui traînaient par terre, j'en ai récupéré pas mal finalement, parce que les gens étaient un peu timides. Et, donc c'est vraiment marqueur, vraiment sur le geste comme ça très rapide, comme du modèle vivant. Et donc on a refait une dictée avec tous les gens qui se baladaient. Voilà. Et donc ça, c'était moi, c'était avant de faire les performances. Donc pareil, je dessinais des projets. C'était une autre, c'était la nuit blanche, ça. J'avais un projet en fait de poésie et en fait j'ai perdu la voix la veille, donc il a fallu que j'invente un dispositif pour communiquer avec une ardoise. Mais on n'a pas de photo de ça, mais du coup je racontais tout ce que je voulais dire sur un tableau et je dessinais aussi pour parler avec les gens. Le générateur en fait il propose des nuits où pendant 4 heures on est dans une salle et on performe avec le public. Donc on a des petits dispositifs comme ça un peu participatifs et il y a d'autres formules qui sont plus show your phrase où là, on a une vraie scène individuelle où les gens sont autour et nous regardent. Et donc là, je récitais un texte je faisais une performance autour de l'eau. Donc j'ai un texte très long que je connais de mémoire, que j'ai écrit sur l'eau. Et j'ai même, à un moment donné, dépassé le temps. Ils ont coupé la lumière. Ils pensaient que je lisais un texte au sol. Le problème, c'est que je le connaissais par cœur, donc j'ai continué à parler dans le noir. Et c'était assez rigolo. Donc ouais, c'est une obsession dans mon travail qui revient assez souvent, c'est l'eau. Hein. Si on fait des associations, je peux rebasculer sur une autre performance que j'ai fait à la Maison des Métallos, une conférence hydrique. Ça, c'est une autre performance sur la biafine. Donc là, je récite un texte sur la biafine tout en m'étalant de la crème. C'était un de mes premiers slams, en fait. Ce texte, il est assez mythique pour ça. Et donc ça, c'est au générateur. Et donc, normalement, samedi dernier, je devais faire une performance installation participative au générateur que je prépare depuis un petit moment déjà, qui est dans mon appart. Est-ce que j'ai la vidéo? Les petits pots, en fait. Ouais, ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour expliquer. C'est de la poésie sonore cuisine, en fait. Donc, j'ai coupé mes textes, mes poèmes en morceaux sur des bandes de papier que j'ai mis dans des petits pots parce que j'ai une alimentation un peu particulière. Donc, j'ai plein de petits pots chez moi qui sont les résidus de mon alimentation. Et en fait, j'ai inventé un clip sonore avec le pop qui fait le bruit d'un petit pot quand on l'ouvre, quand il est neuf. Donc le clip pop. Et ensuite, j'ai vraiment imaginé tout un dispositif de poésie participative autour de ça. Et donc, j'ai essayé de la lancer. Pour que vous compreniez un peu l'idée. Bon, en plus, je révisais mes cours en même temps. L'hiver Saint-Hélène pour le faire, puis fait un tour de table pour que chacun s'exprime. Toutes les réponses sont validées. Temps 3, 35 ml. L'animateur projette à l'aide du PPT les contenus des différentes séances du programme en expliquant leur progression et en vérifiant, au fur et à mesure, que la présentation est comprise. Comprendre les termes utilisés dans le soin. Autour des mots optionnels, individuels. Mobilisation du groupe sur la thématique annoncée. Après avoir informé le patient des objectifs de la séance. L'animateur demande si certains accepteraient de raconter une situation où ils n'ont pas compris ce qu'on leur disait lors d'un entretien médical. Point 2. L'animateur installe les fiches de mots devant l'usager et lui demande de choisir.
L'intervenant expose, à l'aide d'un document vidéo, les conséquences immédiates d'une consommation d'alcool et les effets et contre-effets. Le suivi éducatif est organisé par les professionnels du CSAPA. Un questionnaire est adressé au médecin traitant quand le patient a autorisé le partage d'informations au moment de l'envoi des synthèses des bilans à 6 et 12 mois. Les séances qui ont été manquées au cours de la session peuvent être réalisées au cours de la session suivante. Une séance de suivi concernant l'auto-évaluation des compétences acquises est proposée à distance de la fin du cours. Ils sont parvenus aux résultats attendus. Le reste du groupe est invité à s'exprimer sur les facteurs d'échec identifiés. L'intervenant inscrit sur le paperboard les éléments fournis par le groupe. Le deuxième puis le troisième groupe pratique de la même manière. 10 mm, 15 mm, 60 mm. L'intervenant indique aux participants de faire la distinction entre la prise de décision et les actions qui en découlent. En effet, chaque action est précédée d'une prise de décision plus ou moins facile, plus ou moins automatique. Temps 3. Qui l'ont rencontré récemment et de lui appliquer la grille PROX inscrite au tableau. Puis il passe entre les participants pour accompagner la rédaction de la fiche PROX vierge qui leur a été distribuée en demandant à chacun d'utiliser la posture de détente qu'il préfère avant de le faire. Édiger. Une restitution rapide des 40 mm, 65 mm. Atteinte des objectifs. Consolidation des acquis. À l'ouverture est notre garantie. Est notre garantie. Est notre garantie. Est notre garantie. Mais en fait, l'idée, c'est que donc, je coupe mes poèmes dans mon espèce d'archive en morceaux, donc je les mets dans des petits pots comme des ingrédients et les gens se servent et recomposent des poèmes en fait dans des plateaux. Je vais essayer de retourner. Composent et il y a même des petits pots qui seront certainement vides, donc les gens pourront eux-mêmes rajouter des ingrédients en fait en inventant des phrases. Et après, on compose des poèmes. Donc, on fait une photo. Ça, c'est justement pour moi ma propre archive qui passe après par les réseaux, donc ils me l'envoient et je l'archive. Et ils font une lecture à voix haute aussi de leurs poèmes. Donc ça peut être aussi enregistré. Mais en fait, j'avais fait un prototype de cette installation cet été en résidence avec Curie Bavard, mais elle a été un peu améliorée depuis. Et là, bon, elle n'a pas pu être installée de toute façon parce qu'on est tous chez nous. Donc je continue de la grandir. Hein. J'en suis à au moins 600 pots là. Donc je continue de couper des poèmes et de la croître, mais quand elle sera remise en activité, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de très interactif. Donc j'ai hâte qu'on puisse vraiment la tester. Ça c'est une de mes premières performances, donc vraiment sur scène, qui est vraiment une rejouer une scène un peu clinique en danse, mais à l'époque où je ne dansais pas du tout, hein. Je n'étais même pas censée faire de sport. Et alors, pour un projet avec c'était dans le cadre d'une Coréenne, Uni Han, qui était venue en France faire un projet avec des amateurs, 100 personnes. On avait chacun fait une petite scène de 1 minute 59 qui se sont enchaînées en fait au carreau du temple. Donc on a été un peu orienté sur la fabrication de cette petite œuvre chacun, et c'était vraiment un super projet avec une danseuse, enfin une chorégraphe complètement dingue, des chorégraphies géniales, et là elle a vraiment fait un truc avec des Parisiens finalement, donc ça c'était ma scène.
C'était un de mes premiers passages sur scène avec. Bon, j'ai bien changé depuis. Et je pensais à une autre. On vous entend pas bien, Natacha. Je sais pas pourquoi. Peut-être je suis trop loin. Ou là, c'est mieux ou pas? Peut-être c'est parce qu'il y a la vidéo en même temps. Je sais pas, ça interfère peut-être. Mais je sais pas pourquoi. Là, vous m'entendez quand même? C'est pas élevé le son. Je vais essayer de rééteindre et de rallumer le son pour voir. Est-ce que c'est mieux? Là, vous m'entendez bien ou pas? On vous entend pas bien, mais déjà, je vous remercie parce que déjà, on a vraiment une exploration de votre travail artistique, des formes que vous sollicitez. Voilà. Peut-être on peut s'arrêter là et prendre des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que déjà, on vous a sollicité beaucoup. Bah, moi, j'ai envie de dire qu'on peut retenir que votre pratique artistique se fait vraiment dans l'urgence, dans le compulsif, dans l'instantané, et c'est un travail sur le vif à chaque fois. Et on pourrait un peu le qualifier comme ça, travail sur le vif. Là, je reprends quelques idées pour les étudiants en master, parce qu'on travaille justement sur les réseaux, sur la question des réseaux. Et donc, vous avez expliqué que pour vous, vous les utilisez déjà comme archivage de votre production artistique en temps réel, comme support, comme médium, mais aussi, vous avez souligné cet aller-retour qui est peut-être assez intéressant entre le numérique et l'artisanat. C'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Et puis aussi, vous avez évoqué votre expérience, votre travail à l'hôpital, hein, à partir de votre propre pratique artistique, mais aussi à partir de votre propre parcours, de votre expérience personnelle, donc qui est aussi très, très, très importante, très intéressante, hein. Je sais que ça intéresse beaucoup aussi les étudiants en master. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu revenir aussi? Comment ça s'effectue ce travail d'accompagnement des patients dans les hôpitaux, dans les structures qui vous sollicitent, par exemple? Alors, malheureusement, sur mon propre cas, j'ai très peu de recul parce que je suis arrivée sur le terrain beaucoup plus tard que les autres de ma classe pour des raisons stupides de vaccination qui ont pris 5 mois pour pouvoir travailler. Donc,
je suis entrée en poste en février, alors que j'aurais dû rentrer en septembre, mais par le passé, j'avais déjà fait des interventions d'ateliers en hématologie notamment, et avec des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer aussi. Donc, j'ai pas énormément de recul, mais bon, après, j'ai été médiatrice sans le savoir quand j'étais patiente, puisque je m'inventais moi-même animatrice d'ateliers avec des patients. On commence. Ouais, c'est comme d'habitude, la petite coupure des 40 minutes. Ouais, c'est comme d'habitude, la petite coupure. On attend Natacha qui va revenir peut-être. Oui, Natacha, où est-elle? Alors, est-elle partie? Ah, voilà, on retrouve Natacha. C'est les 40 minutes, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, Oui. pour la santé. Mais donc, j'ai pu mettre en place déjà des ateliers justement de poésie visuelle, pas mal, des choses à plusieurs mains, comme des espèces de cadavres exquis, de bandes dessinées qui font des tours de table, de l'écriture un peu automatique. J'ai beaucoup, en fait, joué sur le côté un peu, on était sous médicaments et donc dans une espèce de liberté aussi, de dire un peu n'importe quoi, et ça peut vraiment être super, en fait, d'avoir des résultats un peu comme ça, et avec des patients des fois aussi beaucoup plus libres, avec pas d'a priori, notamment avec les retards psychiques, retards mentaux, des choses comme ça, où il y a beaucoup, on se pose beaucoup moins de questions sur le résultat, le regard de l'autre, et beaucoup plus de liberté de faire des choses que souvent les adultes sont un peu figés aussi. Et le slam, c'était plus, j'imagine plus vraiment juste avec des publics soit qui n'ont pas accès aussi autour de l'analphabétisme ou la difficulté de la langue, puisqu'on est vraiment dans ce où il n'y a pas de questions, c'est vraiment le langage parlé, et les revendications, les choses un peu qui vont chez tout le monde. Enfin, c'est vraiment cette idée aussi de se lâcher par l'écriture et pas penser au côté scolaire où on est évalué et on attend une forme précise, poétique et tout. Le slam permet vraiment quelque chose de beaucoup plus cru, on va dire, qui demande juste de pouvoir ouvrir la bouche, et après ça passe effectivement par ce côté sur la scène, l'écoute de l'autre qui est vachement intéressante. Ouais. Et qui peut même être une façon aussi de transmettre des difficultés qu'on va pouvoir dire forcément en face d'un médecin, passer par des biais un peu alternatifs comme ça, ou le dessin, l'écriture par la bande dessinée. Moi, j'ai commencé à raconter mon histoire par la bande dessinée parce que je ne pouvais pas le faire sous forme de, je sais pas, de journal ou de roman. Et c'est comme ça que c'est né, avec l'humour, l'absurde, et puis après ça a prendre d'autres formes, mais c'est commencé comme ça aussi, quoi. Ah, oui. Oui, Natacha, je ne la vois plus. Moi, Ah, voilà. vois. Alors, est-ce que, donc là, je demande à tous les participants, est-ce que vous avez des questions pour Natacha? Ah, je suis sûre que vous avez beaucoup de questions concernant ses pratiques, concernant justement ses ateliers menés avec des patients. Alors. Moi, je veux bien dire quelque chose. Oui. D'abord, merci Natacha pour cette présentation exhaustive et généreuse. J'ai pas vraiment de questions, mais une petite curiosité. Je serais ravie que vous nous citiez un poète, un auteur, un philosophe, un artiste qui vous a fortement inspiré et qui accompagne votre vie d'artiste, votre recherche artistique. Ou plusieurs, hein. Voilà, un guide, un chaman. Alors, guide ou inspirateur, enfin, oui, certainement c'est inspirateur. Après, c'est vrai que je fais toujours des espèces de mélange, mais si on part un peu dans l'écriture, je pense que un poète qui m'avait beaucoup marqué et finalement auquel on a beaucoup fait référence, même en m'entendant sur scène, c'est le roumain Gerasim Luca. Dans ce côté poésie sonore, débit, avec des choses des mots qui deviennent vraiment plus des sons.
et la répétition, l'obsession. Et c'est vrai que pour moi, quand je l'ai découvert par hasard, en plus, c'est vrai que tout de suite, j'ai accroché. Et donc, sans doute qu'il y a des liens au niveau de la poésie sonore. Après, dans le fond de l'écriture, on m'a aussi associé, et j'ai étudié aussi un peu ces écrits dans mes recherches universitaires, Antonin Artaud, mélange le côté des cahiers d'hôpital, le côté très organique, parce que si vous fouillez un peu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ma pratique qui tourne quand même autour du corps et des choses organiques du corps, et notamment autour des toilettes. Et finalement, Artaud, on s'est pas mal retrouvé là-dedans aussi. Il y avait une espèce de paire au niveau de ça. Après. Vous ne seriez pas un peu deleuzienne également? Oui. Alors, ça fait partie des références, mais alors moi, il se trouve qu'au niveau de la philosophie, tout ça, je suis un peu larguée parce que j'ai quand même eu des études un petit peu coupées et des grosses difficultés à lire, et la philo n'a pas fait partie vraiment des cours que j'ai pu suivre. Donc j'ai beaucoup de peu de connaissances, mais après, bon, Deleuze, je le connais quand même pour certaines choses. Et certainement qu'il y a des choses autour de la santé, justement, mais il faudrait effectivement que je m'informe beaucoup plus sur lui. Mais on me l'a souvent cité aussi, c'est vrai. Merci. Merci, Natacha. Merci, salut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les étudiants d'Evry, vous n'avez pas de questions pour Natacha? Alors, moi, j'ai une question. Bon, je me posais la question, est-ce que vous êtes toujours dans le domaine des études ou est-ce que vous êtes dans la vie active, et si oui, arrivez-vous à vivre de votre art, de ce que vous faites? C'est peut-être pas le sujet, mais c'est vrai que ça m'intéresse par curiosité, juste savoir. Si, c'est une très bonne question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez aussi? Oui. Oui, je vous entends. Non, c'était une très bonne question, et actuellement qui se pose vraiment de plein, parce que je suis encore dans les études, mais alors j'ai repris des études en septembre qui vont se terminer rapidement parce que c'est une licence qui dure 9 mois. Et en même temps, je suis salariée à l'hôpital, mais comme j'ai tardé à rentrer en poste, je suis salariée depuis le mois de février à mi-temps, donc c'est très peu parce que ça reste le plus bas de l'échelle du salaire. Et à côté de ça, donc j'ai aussi un statut d'artiste-auteur et d'auto-entrepreneur, donc qui sont rémunérés de manière très ponctuelle dans le cadre de performances, de workshops, la vente est assez rare, mais donc, et des ateliers aussi que je peux mener dans les facs ou dans les hôpitaux. Mais donc c'est des choses très ponctuelles. Donc actuellement, je peux absolument pas vivre de ma pratique, ni même de mon travail alimentaire à côté. Enfin, finalement, il est lié aussi à l'art, mais j'ai pas suffisamment d'heures pour entrer dans la vie à Paris et tous les aléas aussi. Donc ça reste un vrai problème sur lequel je travaille en ce moment. Comment pouvoir survivre et en même temps continuer mes pratiques parallèles et assurer un travail alimentaire. Donc c'est des choses qu'il va falloir que je discute aussi bien avec les gens avec qui je travaille dans mon organisation, comment je privilégie des choses ou pas. Et l'idée aussi de donner un prix à son travail est quelque chose d'assez compliqué, en tout cas dans mon cas, de vendre ses prestations, ses travaux. C'est un vrai aussi boulot sur lequel je dois évoluer dans les temps à venir. D'accord, merci. Oui. J'ai une question aussi. Bonjour. Bonjour. Déjà, j'aimerais savoir, vous avez dit que vous étiez salarié en hôpital. Vous avez quel poste exactement? Donc je suis médiatrice santé-père, et donc c'est considéré comme adjoint administratif parce que ça n'existe pas en France. Ça vient en fait, c'est un statut qui vient du Canada, donc c'est la deuxième promotion, troisième on va dire en France. On a encore quelque chose qui n'est pas reconnu par l'État et par les grilles salariales, donc on considère que c'est le plus bas de l'échelle parce qu'on considère qu'on n'a pas de responsabilité. Enfin c'est quelque chose. On est militant aussi sur ça pour monter, parce que dans ma classe, il y a des gens qui n'ont pas le bac, il y a des gens qui ont des bacs plus 5. Enfin,
Et donc, on est tous payés à des salaires misérables. Et c'est même pas… Si on montre aux patients que le rétablissement, c'est être payé le SMIC, ça ne marchera pas, en fait. Donc, nous-mêmes, il faut qu'on ait un boulot qui soit payé plus pour pouvoir avoir quelque chose de crédible aussi, même auprès des patients, quoi. D'accord. Et deuxième question, est-ce que du coup, ce poste-là, enfin ce métier, c'est ce qui vous inspire à faire votre art, ou est-ce que vous arrivez à introduire votre art dans ce métier-là? Ou peut-être les deux? Ce métier est très récent, en fait. Je l'ai commencé il y a donc, même pas 1 mois, 2 mois. Et en fait, c'est la suite logique de mon parcours, on va dire, de rétablissement. Mais c'est plutôt, oui, moi, j'ai construit des outils dans mon parcours artistique pour autothérapie, on va dire. Et je viens en fait là-bas pour pouvoir les injecter dans le service et les faire partager aux autres, quoi. C'est vraiment proposer mes propres outils à la communauté de gens qui ont des parcours assez proches du mien, et aussi avec mon expérience de terrain en tant que patiente, donner des idées pour améliorer tout le système à mon niveau, hein. Mais je fais partie de l'équipe soignante, donc j'ai accès au dossier, je participe aux réunions, on m'intègre selon les structures où on arrive dans l'activité des équipes, mais là où je suis, ça a l'air de plutôt être assez ouvert par rapport à ça. Donc, au petit à petit, je vais pouvoir mettre en place des choses avec les équipes, toujours en collaboration. De toute façon, on est dans une espèce de pluridisciplinarité qui est hyper intéressante aussi. Donc, moi, j'apporte vraiment un bagage artistique en plus et le témoignage, enfin, le vécu, le vrai vécu du patient, quoi. D'accord. Et le milieu hospitalier, c'est vous qui l'avez choisi, ou parce que vous auriez pu être dans une structure qui aide, je sais pas, les personnes ou enfants handicapés, autistes, ou en EHPAD. Est-ce que c'est vous, parce que vous aviez choisi le milieu hospitalier Pas nécessairement. En fait, c'est vrai qu'avant de rentrer dans cette formation, on a déjà des entretiens pour savoir quelle structure va nous accueillir. Et j'ai eu plusieurs entretiens, dont un chez Soi d'abord, donc qui est plus dans l'urgence de trouver des habitats pour les personnes avec troubles psychiques, dans aussi des hôpitaux de jour. Et ben, j'ai été prise dans cette structure-là. C'était pas forcément la plus près de chez moi et mon premier vœu, mais ça a été choisi comme ça. Et bon, le terrain est hyper intéressant. Et vraiment, le truc le plus difficile, c'est que c'est loin de chez moi. Et mine de rien, c'est vrai que l'hôpital à temps plein, ça reste quand même le domaine où j'ai un peu envie d'intervenir parce que c'est vraiment celui que je connais le mieux et sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Donc, c'est un secteur où je me sens à l'aise. Donc, D'accord. Merci. Bon, on va peut-être libérer Natacha et la remercier beaucoup pour son intervention. En tout cas, merci encore, Natacha, d'avoir accepté de participer à ce cours et d'être intervenue auprès des masters et des doctorants qui ont suivi ce cours, voilà, en ligne. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, Natacha. Voilà. À bientôt. Merci en tout cas. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Je remets